Bonjour, alors il y a une personne en visioconférence. Je voulais m'assurer si vous m'entendiez bien, sinon on prend les micros. Attends, il y a du bruit. Et du coup, si vous nous entendez bien, je vous invite à le dire dans le chat. Madame Jourin. J'essaie d'écrire ce que je pense que. Bonjour à tous, on n'est pas nombreux ce soir. On a une personne en visioconférence et on a quelques participants. On a eu d'autres participants sur les précédents événements de la concertation. L'objectif, c'est aussi que les échanges soient qualitatifs. On ne fait pas forcément que du quantitatif. Donc, on a une personne en visioconférence pour enregistrer aussi la réunion qui sera en replay pour ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre. En plus, on a concurrence juste à côté avec un atelier musique. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas trop de monde. Ce qu'on vous propose pour ce soir, si ça veut bien fonctionner, je l'ai allumé. Donc, c'est de vous présenter très rapidement le projet ECO pour que tout le monde puisse avoir un socle de connaissances communs sur le projet. Alors, je sais que la plupart ont déjà entendu cette présentation, mais c'est pour s'assurer que tout le monde puisse avoir l'information si certaines personnes ne l'ont pas eu. On aura du coup un zoom sur les synergies et les connexions autour du projet. Synergie, connexion, raccordement électrique, mais aussi les synergies entre les sites, mais aussi avec les plateformes industrielles. Ça ne fonctionne pas, là. Et enfin, on aura 4 temps de questions-réponses pour rythmer la réunion. Après, on est dans un petit comité, donc ça devrait aller. Je vais laisser du coup Virginie présenter la CNDP. Donc, je vais faire mon introduction que vous avez déjà entendue 6 fois, mais peut-être qu'il y aura des personnes qui vont regarder en visio, peut-être en décalé. Donc, la CNDP est une autorité administrative indépendante qui n'est pas liée au pouvoir public ni aux porteurs de projets. Elle a un vivier de garants qu'elle nomme sur les missions de concertation préalable. Je veux bien que ce soit. Donc, nous avons été 3 garants à être nommés, moi-même Virginie Alzard, Marie-Antoinette et Sébastien Chervaux. Notre mission a été dans un premier temps d'identifier le contexte du projet et donc d'aller à la rencontre des différents acteurs du territoire de manière à bien identifier les thématiques à aborder lors de cette concertation, les grands enjeux, et d'accompagner le porteur de projet dans sa réflexion sur les modalités de concertation. Donc, la CNDP vise à garantir le droit d'information et de participation du public aux décisions publiques, inscrit dans la Constitution française et reprise de l'article 7 de la Charte de l'environnement. À quoi sert ce droit? À débattre du bien fondé, de l'opportunité du projet. On s'autorise à aller se poser la question de ce qui peut se passer si le projet ne se fait pas. La concertation va aussi permettre aux porteurs de projets et les énergies RTE de choisir de continuer ou pas le projet. S'ils décident de le continuer, de prendre en compte ce qui est ressorti de la concertation pour l'améliorer. La concertation sert donc à débattre des conditions de réalisation du projet de manière notamment à limiter, éviter, réduire, voire compenser les impacts néfastes sur l'environnement. Et enfin, de prévoir l'information de tout type de public, même les plus éloignés de la décision publique, tout au long de la vie du projet. Donc là, on est sur une phase de concertation préalable. À l'issue de cette concertation préalable qui se finira le 17 janvier, on aura une phase de concertation continue. Et peut-être que vous aborderez ce soir aussi le processus de concertation dit Fontaine spécifique aux connexions électriques.
Les 6 principes de la CNDP et donc le cadre d'intervention des garants, c'est évidemment d'être indépendant des différentes parties prenantes, donc du porteur de projet, mais aussi des parties prenantes du territoire, de manière à pouvoir intervenir de manière totalement neutre par rapport au sujet. Donc, c'est pour ça qu'on n'intervient jamais sur le fond du projet, mais on intervient vraiment sur la garantie de l'information et de la concertation. L'objectif, c'est d'être totalement transparent. C'est pour cela que les temps publics sont disponibles après en visio. Toutes les questions qui ont été posées lors des temps sont mises à disposition avec leurs réponses sur le site Internet, ainsi que toutes les questions qui sont posées en dehors de ces temps-là, via le registre numérique, via les registres papier qui ont été déposés sur le territoire. L'approche de la concertation ne fait pas un focus particulier en fonction de la quantité d'observations sur certaines thématiques. Toutes les contributions ont la même valeur. S'il y a 1000 questions sur un sujet et une question sur un autre, évidemment, on prendra tout cela à égalité de traitement. Et l'objectif de la concertation est aussi d'aller vers tous les publics. Donc, sur cette concertation, notamment en lien avec les enjeux de l'emploi, le public étudiant, aussi bien lycéen que universitaire, a été sollicité sur des temps spécifiques. Donc, notre mission est en amont de cette concertation de faire l'étude de contexte, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Pendant la concertation, de veiller à la qualité et la sincérité des informations qui sont diffusées, favoriser l'expression de tous et assurer un rôle de recours pour inciter les porteurs de projets à répondre au maximum à des questions en fonction des informations qui sont en leur possession. C'est pour ça qu'on peut être des fois sollicité en direct par des personnes du public. À l'issue de cette concertation, qui va se terminer le 17 janvier, sachant que le dernier temps collectif sera le 11 janvier, nous allons émettre un bilan de la concertation qui fera une synthèse de ce qui s'est déroulé, les principaux sujets qui ont été abordés, les principales réponses qui ont été formulées, les engagements pris par les porteurs de projets, et on fera des recommandations pour la suite, et notamment par rapport au processus de concertation continue. Arrivera ensuite la phase d'enquête publique si le projet se poursuit. Donc, il nous reste quelques événements de concertation. On a un forum participatif en janvier à l'Agora de Lac. On a également un atelier la semaine prochaine sur les contributions au territoire. On va travailler sur l'insertion du projet sur le territoire, sur l'insertion paysagère, sur l'impact environnemental, et aussi tout ce qui est retombées économiques, fiscales, en fait, d'emploi, de formation. On va échanger là-dessus. Ce sera le 14 décembre. Les conférences débats ont été réalisées. Il reste un stand mobile le 16 décembre au marché Noël d'Artix. Oui, c'est ça. Les petits déjeuners ont été réalisés également. Il y a toujours les outils et les canaux d'information et de contribution qui existent. Le registre en ligne, le registre dans chaque mairie à proximité. Vous avez également une messagerie vocale et des cahiers d'acteurs. On a un premier cahier d'acteurs qui vient d'être déposé. On invite les acteurs du territoire à également contribuer de cette manière. Il y a également une exposition qui tourne entre chaque mairie du territoire. Elle est actuellement à Paris et elle le sera jusqu'au 14 décembre. Ce soir, nous avons donc, du coup la présentation du projet ECO qui sera faite par Étienne de l'équipe Élise Énergie. De l'équipe Élise Énergie, nous avons également Vincent et Rachid. Après, nous aurons une partie sur la connexion électrique, le raccordement qui sera assuré par Kylian Piette et Jean-Michel Pignal de RTE. Nous avons ensuite un temps sur les synergies entre les sites. On aura une introduction par Élise Énergie et Terega Solutions qui présentera une optimisation potentielle avec les transports par canalisation, et ce sera assuré par William Brun et Patrick Mathieu. Et enfin, on aura tout ce qui est synergie avec les industriels qui seront présentés par Élise Énergie. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Étienne pour présenter le projet.
Donc, rapidement, Élise Énergie a été fondée en octobre 2020 de la volonté des fondateurs de participer à la transition énergétique. Donc, cette transition énergétique s'appuie aujourd'hui sur 3 piliers. Hein. Donc, d'abord, la sobriété, réduire nos besoins en énergie. Ensuite, l'efficacité. Nos consommations, on va faire en sorte qu'elles consomment le moins d'énergie primaire possible. Et enfin, pour les derniers besoins, le renouvelable. Le projet ECO s'inscrit dans le troisième aspect de fournir de l'énergie renouvelable pour les usages collectifs qui auront été décidés. Une petite vidéo rapide pour présenter le projet. Je ne sais pas si... Agir contre le réchauffement climatique est une nécessité et passe par la réduction de nos émissions de carbone avec le développement de solutions innovantes. C'est l'objectif du projet ECO, avec la production de molécules bas carbone pour accompagner la décarbonation des secteurs de l'industrie chimique, du transport maritime et du transport aérien. ECO est porté par Élise Énergie, une PME industrielle française indépendante qui ambitionne de développer des molécules produites en France. ECO sera implanté dans les Pyrénées-Atlantiques, sur le bassin industriel de Lac, un site historique en pleine reconversion, idéal pour accueillir le projet. ECO serait composé de 3 sites. Aillac à Mourinx produira de l'hydrogène dit bas carbone par électrolyse de l'eau pour alimenter les usines de e-biokérosène et de e-méthanol. EMLAC produira du e-méthanol, une molécule de synthèse fabriquée à partir du CO2 issu du captage des émissions d'autres industriels et d'hydrogène bas carbone sur la plateforme de Lac. Beautyjet produira du e-biokérosène à Pardis, un carburant d'aviation durable synthétique fabriqué à partir de biomasse qui n'entre pas en concurrence avec les productions destinées à l'alimentation humaine ou animale et d'électricité décarbonée. Les synergies industrielles sont au cœur du projet ECO entre les sites, mais aussi avec la plateforme industrielle et ses entreprises. RTE, réseau de transport d'électricité, porte le projet de raccordement électrique par liaison souterraine du projet ECO au réseau national. Il bénéficiera ainsi d'une électricité renouvelable et bas carbone. Donc, rapidement, le projet, les ressources nécessaires au projet. Donc, tout d'abord, c'est comme tous les projets de carburant renouvelable, c'est un projet qui nécessite beaucoup d'électricité. Nous allons devoir installer environ 550 MW de puissance, dont 500 MW pour les électrolyseurs. Donc, ça explique aussi pourquoi on est co-saison avec RTE et qu'il y a un sujet ce soir sur le raccordement électrique. Donc, ça représente une consommation annuelle d'environ 440 gigawattheures pour les 3 sites. Un besoin de biomasse pour l'unité de Beautyjet, de biokérosène, donc 300 000 tonnes de biomasse sèche. On raisonne en biomasse sèche pour s'assurer d'avoir un chiffre qui soit partagé par tous, puisque le taux d'humidité varie dans la biomasse. Et on cherche à s'approvisionner avec 3 sources de biomasse différentes. Donc, un peu de biomasse forestière sur du bois de première éclaircie qui n'entre pas en concurrence avec du bois d'œuvre. Un tiers environ de biomasse dite déchets, donc récupérée dans les chantiers et dans les déchetteries. Merci. Et enfin, on essaye de monter une nouvelle filière de biomasse dite agricole. Donc, l'objectif de cette filière est d'accompagner les agriculteurs à valoriser de la biomasse qui aujourd'hui n'est pas utilisée. Donc, on pense en particulier tout ce qui est bois de taille de fruitier, bois de taille de vigne, bois de taille de haies. Et l'objectif est donc d'avoir un rayon d'approvisionnement et un type d'approvisionnement varié, flexible, pour assurer la durabilité de l'installation et éviter de trop la monosource qui pourrait être embêtant pour la ressource. Troisième intrant, donc l'eau, avec des prélèvements bruts d'environ 972 mètres cubeurs. Donc les prélèvements bruts les rejets devront venir en déduction de ces prélèvements.
Et ces prélèvements en eau servent principalement pour assurer le refroidissement et l'appoint de refroidissement des installations. Et on a aussi de l'eau déminéralisée pour mettre dans les électrolyseurs. Dans les intrants, entre guillemets, primaires, on a aussi le dioxyde de carbone, donc 280 000 tonnes an de dioxyde de carbone qui vont être capturés principalement sur la plateforme de la SOVJ, qui va nous permettre derrière de produire le méthanol. C'est par ce biais-là on peut produire un carburant décarboné, puisque ce carbone a déjà été compté dans les émissions de la SOVJ. On a besoin de vapeur pour la production de méthanol, et on est aussi producteur de vapeur dans l'unité de Biotijet. Donc on va avoir tout un travail de synergie encore et d'économie circulaire sur ces sujets vapeur pour valoriser la chaleur et voir un petit peu la plateforme comment optimiser ce schéma. Et principalement l'unité de Biotijet va consommer de l'oxygène qui est aussi produite dans les électrolyseurs. Donc c'est une ressource, mais c'est surtout l'électricité une ressource. On ne va pas importer l'oxygène pour besoin d'oxygène supplémentaire. Quelques invariants du projet, qui sont donc des choses qui sont aujourd'hui qu'on vous présente et qui sont la base de notre projet. Donc les objectifs de production, 200 000 tonnes an de méthanol, 75 000 tonnes an de biokérosène, ce qui nécessite 72 000 tonnes an d'hydrogène. Une certification bas carbone, à savoir que nos molécules n'ont de la valeur aujourd'hui que si demain nous sommes capables de justifier de leur abattement de carbone un minimum de 70% par rapport à leur équivalent fossile. Donc on doit être capable de démontrer que toutes les émissions de CO2 qui rentrent dans le cycle de production et d'émission du produit sont équivalents à un abattement de 70% par rapport à un équivalent fossile. Des dates de mise en service 2027 et 2028 qui sont liées principalement aux obligations de mandat d'incorporation de l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne a choisi d'obliger principalement l'aviation à incorporer des biocarburants, et donc le premier mandat fort est celui de 2030 avec à 6%, enfin, premier mandat en 2025 à 1,2%, mais deuxième mandat en 2030 à 6%. Et donc nos sites doivent être opérationnels pour être là à ce moment-là. Le choix du site d'implantation, donc le bassin industriel de Lac, et une dernière invariance, c'est tout ce qui est synergie entre les sites et avec la plateforme existante dont je parlais tout à l'heure, les synergies vapeur, les synergies électricité, les synergies CO2, qui donnent du sens à ce projet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on soumet à la concertation quatre scénarios. Donc tout d'abord, le scénario 0 qui consiste à ne pas faire le projet. Donc si le projet ne se fait pas aujourd'hui, on a identifié plusieurs conséquences. Donc le premier, c'est que si ce n'est pas Elis qui vient s'installer, il y aura probablement d'autres entreprises qui vont s'installer. Ce sera d'autres sujets, pas forcément dans la même veine que ce qu'on porte. Et on risque surtout d'avoir moins de retard dans la réindustrialisation de la zone et des impacts sur l'emploi et potentiellement même pas d'emploi si c'est des panneaux solaires ou des sites qui ne s'impliquent pas. Je vais commencer par le scénario 2, qui est le scénario que Elis projette d'implanter, qui est un scénario qu'on qualifie d'équilibré, sur les usages de l'eau, où on va chercher à optimiser la ressource entre les prélèvements bruts et les rejets. On va utiliser un apport en hydrogène électrolytique pour limiter la consommation de biomasse, pour garder les objectifs de production. Ou d'un point de vue transport, on va chercher à limiter l'impact routier en ayant aussi un maximum d'approvisionnement par voie ferrée et maximiser tout ce qui va être synergie avec le reste du site. La conséquence de ce scénario, c'est que c'est celui qui aujourd'hui maximise l'emploi local et qui est celui qu'on priorise. On soumet deux autres scénarios alternatifs à la concertation. Un premier scénario sur lequel on va limiter la consommation d'hydrogène
Donc, on aura moins de consommation d'eau. Par contre, on serait obligé de consommer 2 fois plus de biomasse pour arriver à la même production de biokérosène. Du coup, comme on consomme 2 fois plus de biomasse, on a suffisamment de CO2 en interne, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de mettre en place une synergie au niveau de la plateforme. Et un troisième scénario qui est un scénario où on utilise différemment les ressources et on cherche à minimiser l'impact local des ressources. Donc, on va utiliser de la biomasse importée. Donc, on va perdre le contrôle sur la certification de la biomasse puisqu'elle ne sera pas collectée localement. Et on va du coup limiter aussi également les emplois induits, puisque toute la filière de collecte de biomasse sera plus locale, mais sera à l'export. Dernier slide pour présenter le projet. Donc, un premier slide sur le budget. Donc, les investissements se montent à environ 2 milliards d'euros. Donc, 1 milliard pour l'unité de e-biokérosène et 1 milliard pour les deux autres sujets, entre l'électrolyse et le méthanol. Et le planning, ce qu'on disait, donc un objectif de mise en service en 2028. Donc, cette année 2023 est consacrée aux études d'avant-projet simplifiées, ce qui va permettre l'année prochaine de faire les études d'avant-projet détaillées et de poursuivre toutes les démarches en termes d'autorisation administrative et de permis de construire et d'enquête publique, etc. Pour un début des études de détail en 2025, obtention des autorisations si tout se passe comme on le souhaite vers 2026 et un début du chantier en 2026. Est-ce que j'espère que vous avez de bien questions avant son rapport de pour les personnes qui sont en visio, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions. Et du coup, j'invite Achille et RTE à me rejoindre pour présenter le raccordement électrique. Alors, bonjour à tous, Jean-Michel Pignal, je suis le responsable de projet RTE qui a en charge le raccordement électrique du site de production d'hydrogène d'Élysée Énergie. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter l'entreprise RTE, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ensuite, je vous présenterai ce projet de raccordement électrique. Et ensuite, je laisserai la parole à mon collègue Kylian Piette, qui est chargé d'études concertation environnement, qui vous parlera des impacts du projet sur l'environnement et ensuite les procédures administratives. Alors, l'entreprise RTE. Je pense qu'on est bon. Donc, RTE, c'est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français. RTE, il gère en temps réel les flux électriques sur le réseau et il assure à chaque seconde un équilibre entre la production d'un côté et la consommation de l'autre. RTE aussi, il assure la maintenance et le développement du réseau. Et ce réseau, il est constitué de 3 niveaux de tension. Il y a un niveau de tension le plus bas qui est de 63 000 volts. On peut comparer à des routes départementales. Ensuite, on a un niveau intermédiaire qui est 225 000 volts. On peut comparer à des routes nationales. Et pour finir, le 400 000 volts, on peut comparer à des autoroutes. Ici, il s'agira du 400 000 volts. On le verra après. Ensuite, quelques chiffres clés. RTE, c'est plus de 100 000 km de lignes au niveau français, de 6 000 km de liaisons souterraines, 2 800 postes électriques de connexion entre les différents niveaux de tension et 51 lignes transfrontalières. Ce qui fait qu'au niveau européen, RTE, c'est le réseau le plus étendu et c'est un réseau qui est interconnecté avec 33 pays. Alors, le projet. Donc, pour ce projet de raccordement électrique, RTE est partenaire d'Élysée Énergie pour le raccordement de ce site de production d'hydrogène qui est ici, si on a trouvé le pointeur. Donc, si le projet se concrétise, RTE serait le maître d'ouvrage du raccordement et plus largement serait responsable de l'acheminement et du transport d'électricité des centrales de production qu'aura choisi Élysée Énergie vers le site de production d'hydrogène ILAC. Donc, concrètement, il s'agirait de connecter ce site de production d'hydrogène ILAC au réseau RTE le plus proche
Et dans le cas présent, c'est notre poste 400 000 volts de Marcillon, qui est situé à environ 1 km à vol d'oiseau. Pour ce faire, il s'agirait de construire un tronçon complémentaire du réseau 400 kV, et plus précisément 2 liaisons souterraines en 400 kV dans la zone industrielle de la Cortèze, sur une longueur d'environ 2 km, dans l'objectif d'acheminer la puissance nécessaire qui a été évoquée par Élise Énergie tout à l'heure de 520 MW pour le site ILAC. Donc si maintenant on rentre plus précisément dans l'aire d'étude, pour ceux qui connaissent, on peut retrouver ici le Gap de Pau et notre poste existant de Marcillon qui est ici. Plus au sud, on retrouve le terrain sélectionné par les énergies qui est ici. On va retrouver le poste d'extrémité ILAC. Et à la demande d'Élise Énergie, on a réalisé une étude de faisabilité pour voir les possibilités de raccordement. Donc, on a recherché des tracés de faisabilité qui pourront être différents des tracés réels si le projet se concrétisait, mais ça donne déjà une indication sur les possibilités. Et c'est les tracés qu'on retrouve en rouge et jaune. Donc, le tracé rouge, il représente le tracé du raccordement d'ILAC 1, qui permettrait d'acheminer la puissance de 280 MW qui serait nécessaire à la production d'hydrogène pour la première plateforme industrielle de MLAC. L'objectif de mise en service de ce premier ensemble est 2027, comme Élise Énergie l'a dit tout à l'heure. Le tracé jaune, lui, représente le raccordement d'ILAC 2, qui permettrait d'acheminer une puissance de 280 MW, puissance nécessaire pour la production d'hydrogène nécessaire à la deuxième plateforme industrielle Biotijet. Ce deuxième ensemble, lui, est à mettre en service pour 2028. Sur cette carte, on retrouve aussi le fuseau de moins d'impact, la zone qui est en bleu, qui est quelque part un fuseau de moins d'impact compressant qui laisse la possibilité, sur la concertation et l'étude technique, de définir un tracé réel. Mais c'est quelque chose qui est comme ça en phase de concertation préalable. La concertation qui va se poursuivre va sûrement dégager des choses peut-être un petit peu différentes, mais ça donne une indication. Maintenant, on va rentrer, pour que ce soit peut-être plus clair, comment on élabore notre tracé de détail. Donc, la méthodologie d'élaboration, elle est décomposée pour ce projet en 4 étapes. La première étape, c'est celle dont on est là aujourd'hui, c'est la concertation préalable publique qui se déroule jusqu'au 17 janvier. C'est dans cette phase-là, on va recueillir vos avis, vos remarques, et également les conclusions des garants qui seront en courant janvier-février. Et tous ces enseignements sont mis à profit de la phase suivante, qui est la concertation fontaine. La concertation fontaine, c'est pour nous, RTE, une étape réglementaire qui nous est imposée. Et dans ce cas présent, elle sera régie sous l'égide du préfet des Pyrénées-Atlantiques. Dans cette concertation, il y a toutes les parties prenantes qui sont bien sûr associées. Et elle permet, dans un premier temps, de définir et de valider l'aire d'étude, et dans un deuxième temps, de définir et de valider le fuseau de moins d'impact. C'est dans ce fuseau de moins d'impact qu'on aura notre tracé définitif. Donc, ce qu'on peut déjà voir, c'est au niveau du fuseau de moins d'impact, on a une possibilité, comme le raccordement est relativement court, les impacts sont aussi relativement faibles, qui en parlera tout à l'heure, et on peut envisager d'ores et déjà de faire une consultation par voie électronique, concertation dématérialisée, avec toutes les parties prenantes. Mais ça, c'est le préfet qui en décidera si effectivement, et aussi en fonction des impacts, on verra si on peut partir sur du dématérialisé ou si on fera une réunion plénière classique de concertation fontaine. En tout cas, une fois que le fuseau de moins d'impact est validé, dans ce cas présent, sera validé par le ministère parce qu'on est sur un niveau de tension 400 000 volts. Le préfet n'aura pas l'autorité pour valider ce fuseau de moins d'impact. Une fois que le fuseau de moins d'impact est validé, on continue les études techniques pour arriver sur le tracé de détail. Et ce tracé de détail, il sera soumis à la consultation des maires et des gestionnaires de services. Voilà ce qu'on peut dire sur cette phase de concertation fontaine et d'obtention de recherche du tracé de détail. Maintenant, pour vous permettre de visualiser le raccordement, on vous présente une coupe type des 2 liaisons souterraines 400 kV. On retrouve, donc si on va directement sous l'ouvrage, après on parlera de la mise en œuvre, on retrouve nos 3 câbles de puissance, donc un câble ici, 2 câbles, 3 câbles, chaque liaison.
Donc 3 câbles parce que le réseau RTE il est en triphasé. Ce câble est constitué d'une partie conductrice qu'on va vous montrer après, qu'on a amené directement ici, une partie isolante et une gaine de protection. Ce câble, il est déroulé dans un tube PEHD, donc un tube en polyéthylène haute densité, ce qui nous permet de faire en première étape le génie civil et en seconde étape de dérouler les câbles. Donc on a 3 gros tubes PEHD et autour des petits tubes PEHD qui nous permettent de dérouler des câbles de mise à terre et des câbles de télécommunication pour la protection de l'ouvrage. Donc cet ensemble de fourreaux PEHD fait ce qu'on appelle dans le jargon un fagot de PEHD. On vient déposer en fond d'une tranchée qui ferait environ 1,50 m de profondeur par 50 cm de large. Et si dans le cas de la concertation et des études techniques, on a des possibilités, on pourrait éventuellement regrouper ces deux liaisons, ce qui permettrait aussi de minimiser l'impact pour l'environnement. Et ça, c'est bien les possibilités techniques et la concertation qui verront ces possibilités. Une fois qu'on a déposé, on a fait nos tranchées, on a déposé notre fagot de PEHD en fond de tranchée, on remet des matériaux adaptés autour du fagot de PEHD, ensuite un grillage avertisseur, de couleur rouge, pour signaler la présence d'un réseau électrique pour les interventions ultérieures. Ce grillage est situé environ 1 mètre sous le terrain naturel. Et ensuite, on remblaye la tranchée avec, si la tranchée est dans un champ agricole, on remet des terres végétales. Si c'est sur une voirie, on peut mettre du tout venant ou des matériaux adaptés pour les compactages, pour trouver les compactages et la stabilité de la route. Donc, en résumé, on fait dans une première étape un génie civil, on dépose en fond de tranchée des tubes PEHD, ça de manière itinérante, du poste de Marcillon vers le poste d'Ilac. Et une fois que tout ça c'est fait, dans un second temps, depuis les postes extrémités, on déroule tous les câbles. Mais là, il n'y a plus du tout de gêne pour les riverains et la zone de la Cortez. Donc voilà en première approche. Et maintenant, je vais laisser la parole à Kylian qui va vous présenter les impacts du projet. Oui. Je n'ai pas compris. En fait, on ne va pas le traverser. Si on revient à la carte l'aire d'étude, voilà, cette carte-là, on retrouve donc le poste d'Élysée Énergie qui sera ici, le tracé de la liaison souterraine, notre poste 400 kV de Marcillon qui est ici, le gaz de Pau est ici. Donc on reste vraiment confiné dans la zone de la Cortez. Donc du poste, on part directement, là c'était même un tracé de faisabilité, mais on pourrait même partir directement comme ça, dans la zone industrielle et pas du tout du côté du gaz de Pau. Et le Black, c'est et ici de Jets, il y a le liaison aérienne qui est qui a alimenté sur lequel d'ailleurs il y a des travaux de préparation. Bonjour à tous. Alors effectivement, donc, nous on a parlé un peu déjà des travaux. Moi, je vais revenir un peu sur les impacts qui sont identifiés à ce stade-là. Donc, on a des études détaillées environnementales et techniques qui sont encore en second cours. Pas non plus pour le moment s'engager sur des impacts, mais on a l'habitude de ce type de raccordement, donc on peut déjà un peu détailler les impacts. Et ensuite, je reviendrai sur le calendrier de travaux. Alors, les impacts qui se divisent en 2 catégories. La première catégorie, c'est l'impact des travaux en eux-mêmes, et ensuite l'impact en phase d'exploitation. Donc, une fois que les lignes ont été mises en place, une fois que le raccordement finit, quels impacts ça peut avoir. Sur ce type de ligne souterraine, effectivement, nous, on se concentre sur des impacts les plus importants, qui sont les impacts en phase travaux. Donc, Jean-Michel est un peu revenu dessus. Mais effectivement, eu égard à la zone, ce qu'on identifie à ce stade-là, c'est plutôt des impacts sur les perturbations entières, le temps de créer la tranchée pour déposer les fourreaux. Effectivement, donc ça, nous, ultérieurement, une fois cette concertation préalable finie, si le projet est confirmé, nous incombe de voir avec la commune, la communauté de communes et toutes les entreprises pour limiter cet impact travaux. Et effectivement, on utilise aussi des engins avec les trancheuses, d'autres types d'engins qui font du bruit, qui est ponctuel, limité à cette phase de travaux. Ces engins-là génèrent aussi de la poussière. Donc, là-dessus, rien de, comment dire,
bien évidemment liées à l'utilisation d'engins. Et effectivement, là, en lien avec les études environnementales qui sont en cours, il peut y avoir un impact sur les écosystèmes et les milieux considérés, donc avec un dérangement temporaire d'espèces, toujours lié à la phase travaux. Ces études-là, elles sont en cours. Nous, l'objectif est de vérifier si une existence avérée d'impact sur ces milieux, et auquel cas d'appliquer des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation, et ensuite de suivi de ces mesures. Tout ça sont les études détaillées environnementales qui nous l'indiqueront un peu plus tard. La deuxième partie des impacts de ce type d'ouvrage RTE, c'est la phase d'exploitation. Dans ce cas précis, avec des liaisons souterraines, de façon entièrement invisible, donc pas d'impact paysager. C'est de poste à poste, donc la ligne est enterrée. Côté RTE, ça ne nécessite pas de maintenance particulière non plus, donc il n'y a pas besoin pour nous de venir ouvrir une tranchée pour réintervenir. Il y a toutefois une conséquence quand même sur la réalisation d'une liaison souterraine, c'est qu'il y a des interdictions légales qui sont prévues par la loi sur l'interdiction d'élever des constructions et de planter des arbres au droit de celle-ci. C'est pour la sécurité de la ligne. Effectivement, l'objectif, c'est de sécuriser les ouvrages et de s'assurer qu'il n'y ait pas de risque électrique pour qui que ce soit. On a aussi des obligations légales en termes de santé humaine. C'est ce qu'on précise sur sa dernière phrase. Et donc, tous nos ouvrages respectent la réglementation sanitaire. Je vais revenir dessus juste après. Concrètement, notre calendrier avec toutes nos procédures et notre phase travaux, comment s'articule-t-il? Donc là, effectivement, on est en 2023 en cours d'étude de la solution de raccordement qui a été précisée. On est dans le cadre de la concertation préalable du public, qui, une fois celle-ci finie, les conclusions des garants sont l'entrant de notre concertation Fontaine, qui, elle, comme Jean-Michel l'a précisé, nous permettra de définir à terme un fuseau de moindre impact. Ce fuseau de moindre impact va nous permettre ensuite, nous, de définir un tracé de détail. Les lignes ne passent pas partout dans le fuseau de moindre impact, elles seront ensuite décidées un peu plus tard. On est associé aussi sur d'autres procédures avec Élise Énergie. C'est le cas de ce qu'on appelle l'étude d'impact, qui analyse les impacts environnementaux des projets. Et donc, notre projet RTE fait partie de cette étude d'impact, donc nous y sommes liés, nous allons contribuer. Cette étude d'impact est donc forcément suivie de cadre public. Ça, ces procédures-là, RTE les respectera aussi. Côté RTE, il y a des procédures aussi qui, elles, sont propres à RTE en termes d'autorisation administrative, qui sont menées en parallèle des études techniques détaillées. Donc la première, nous sommes toujours en train de vérifier s'il est opportun de la mettre en place ou pas, c'est la déclaration d'utilité publique de l'ouvrage. Ça sera décidé à terme de la concertation Fontaine, très certainement. À la mi-2026, pour nous, c'est le moment aussi de définir le tracé de détail et d'arrêter la technique qui sera retenue. Elle se fait notamment via une procédure qui s'appelle la consultation des maires et gestionnaires de services, c'est-à-dire qu'on envoie les dossiers techniques à toutes les parties prenantes, à tous les gestionnaires de services, afin de s'assurer de la faisabilité du projet et vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité qui aurait été identifiée par ces autres personnes-là. Et du point de vue de la santé, c'est cette dernière procédure que nous lançons avant les travaux, qui s'appelle le plan de contrôle et de surveillance, qui est une procédure de suivi du respect de la réglementation de notre ouvrage électrique d'un point de vue sanitaire. Une fois toutes ces procédures-là respectées et validées, c'est à ce moment-là que l'objectif est de lancer les travaux ILAC 1 et ILAC 2 afin de livrer les deux ouvrages en 2027 et 2028, comme il a été précisé juste avant. Et ouvert aux questions et réponses. Deux questions. On se fait des pièges dans un sac. Ça fait pas du tout des pièges. Donc, dans le cas où les lignes passeraient sur les terrains agricoles, pas de plantation d'arbres, mais par contre, de garder le champ d'exploitation, Exactement. sur l'élevage, la culture, il n'y a pas de souci. En fait, la plupart de nos ouvrages, je ne sais plus le chiffre peut-être exact, mais sont sur des parcelles agricoles. Donc, on travaille même très régulièrement avec les chambres d'agriculture notamment. Et l'objectif, nous, c'est d'avoir le moindre impact aussi pour ces exploitations-là. Il y a toute une phase de négociation avec les exploitants pour limiter l'impact. Et une fois que la maison souterraine, on a refermé la tranchée, on réouvre
l'exploitant a enfin la possibilité de pouvoir reprendre de l'exploitation. Les plantations, ça concerne les arbres, pas une exploitation. On pas d'être un peu différent sur une exploitation forestière. Là, c'est un peu une approche un peu différente. Ce qui est pas le cas. Dans le complément, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y aurait une charge d'1 mètre par rapport à l'orage. Donc, l'exploitant agricole, il a 1 mètre qui permet en théorie de surveiller ce type de culture. Et après, le suivant, c'est une maison qui a une servitude. Il permet d'une maison souterraine dans une servitude de 6 mètres. C'est un public. Et dans aérien, souterrain. Voilà, donc c'est voilà, donc ça c'est exactement la même chose. Même si c'est du 400 000 volts, ça sera la même mise en œuvre. C'est le seul câble qui est un petit peu plus gros. Enfin, selon. Oui, et donc a priori, la ligne, elle est à 1,50 m, c'est le fond de plancher et l'ouvrage se trouve à 1 mètre de hauteur. Physiquement, elle est quand même proche d'un patient, d'une personne. Parce que du coup, il y a des distances recommandées par rapport à la présence humaine permanente, une biologie comme ça, par rapport à d'éventuels champs magnétiques et expéditions de champs magnétiques. Une question. Oui, il y a peut-être tous les ouvrages qu'on construit en France qui sont dans la réglementation sanitaire, qui imposent des seuils réglementaires. Et après, dans ce cas présent, comme c'est 400 000 volts, disposition particulière qui se plan de contrôle et de surveillance. Donc, on définira sur cette liaison-là, parce que 2 liaisons, un point de mesure. Une mesure avant la mise en service, une mesure après la mise en service. Ensuite, de manière périodique. Et toutes ces données seront mises en ligne sur le site public laquelle-des-champs.info. Et j'ai regardé justement ce matin sur le site de la Cortèze, on a déjà 8 points de mesure sur des lignes un petit peu soit sous surveillance, enfin, tout le monde a la recommandation du monde de faire une surveillance en cas d'un accord avec les maires. Tout ça, c'est suivi par les ORS. Il n'y a pas d'incompatibilité. Et c'est un jeu. Agence régionale de santé. Pardon. Ça serait une question sur. Ça n'a pas de question sur. Mais oui, il y a la question. Allez-y. J'ai pas de PowerPoint, mais je me mets là comme ça tout le monde me voit. Donc, bonsoir, moi je m'appelle Claire, je suis animatrice nature et j'espère que je ne vais pas me faire manger ici ce soir. Donc voilà, j'avais quelques remarques à transmettre. Un petit rappel de ce qu'on vit aujourd'hui. On vit un changement climatique. Il va faire plus chaud, mais pas que. C'est pas qu'un réchauffement climatique. On va avoir aussi des catastrophes naturelles, mais aussi des migrations. Je ne parle pas d'oiseaux, je parle de population et des migrations climatiques. On va avoir plus de maladies, plus de virus. On l'a vu avec le Covid, mais d'après les scientifiques, c'est qu'un petit exemple. Ça, j'espère que je ne vous l'apprends pas non plus. Les forêts, l'eau régule le CO2 qu'on émet, et tous les dioxydes et toutes les pollutions. Donc, on a besoin de ces ressources naturelles. D'ailleurs, que je n'appellerai pas juste ressources, parce que pour moi, ça voudrait dire qu'on les utilise. Bref, je vais essayer d'être rapide. C'est pas moi qui dis tout ça, je ne l'ai pas inventé, c'est des scientifiques, des experts, les GIEC, on en a tous entendu parler. Moi, je trouve qu'on a... On se dit on, c'est la société en général, on a perdu notre lien avec la nature. En fait, on fait partie d'elle, elle fait partie de nous. C'est pas la nature et nous. Et pour moi, puiser dans ces ressources, ce serait s'injecter directement un cancer ou se couper un pied. Pour vous dire à quel point vraiment elle est nous. Bref, vous avez compris. Moi aussi, avant, j'étais avide d'argent, je voulais croître, je voulais avoir une grande maison, une voiture. Je vous comprends quand vous êtes dans ce projet, voilà, vous voulez avoir un poste à responsabilité, être cadre, évoluer, ou pas. Bon, ok, peut-être que je fais des suppositions, mais en tout cas, c'est ce que je suppose.
moi aussi, avant, j'étais dans un bureau, je me faisais chier. Et depuis que j'ai eu un déclic et que j'ai retrouvé ce lien avec la nature, je suis beaucoup plus heureuse. Et moi, je voulais vous demander, est-ce que vous êtes heureux derrière votre ordinateur? Est-ce que des fois, vous dites, bah, j'aimerais bien aller dehors, il fait beau, me balader. Est-ce que vraiment vous êtes heureux à votre place? Moi, je réponds pour moi, oui. Moi, je suis heureux dans le métier que je fais, parce que c'est un métier sympa. Ce métier, alors même si en condition par rapport à ce qui est voyagé, tout ça, ça me permet de voyager par le monde, de ne pas toujours voir les parties où il y a du luxe, c'est-à-dire même voir des populations reculées, soit que ça soit dans le désert, en Afrique, la découverte de l'autre. Deuxièmement, en fait, sur ce projet-là, c'est super. Nous, on fait cette démarche-là, venir par exemple, discuter avec eux, pour justement avoir leur retour et pour tenir en compte. C'est ça le but. Autre chose, c'est que actuellement, contrairement aux molécules produites actuelles, et si on les compare par rapport aux molécules existantes, chercher sur le sol des technologies autres, actuellement, on va faire des molécules où on va récupérer justement des rejets des industries existantes. On va faire cleaner, excusez-moi anglais, on va faire du nettoyage. Et donc, grâce au CO2 qui est récupéré et à l'hydrogène, bien sûr, qu'on produit grâce à l'électricité qu'on applique à de l'eau purifiée, pour isoler en fait les atomes d'hydrogène et d'oxygène, on va faire de la synthèse, on va faire une molécule de synthèse. C'est actuellement la visée à progresser. Et ça. Il est pour les mêmes. Parce que c'est le transport entre les deux transports qui sont aériens ou maritimes. Et actuellement, on ne peut pas vivre sans le transport maritime. On le veut. Oui, qui est également du simple. Il y a quand même, là, on est dans un cadre légal, de création de projet. Parfois, on n'est pas non plus, je crois, vous avez dit à nous, quelque part, l'idée aussi au début, c'est que, notamment sur le responsabilité publique, il faut travailler sur tous les piliers. Tous les piliers de sécurité. Quel commune, tous à le niveau, on est sensibilisé et impliqué. C'est personnel, je pouvais me vélo depuis un plus vélo depuis longtemps. J'ai des conditions. Et là, on a projet de projet. Collectivement, après, sociétalement, c'est vrai, je pense que c'est d'accord. C'est aussi pour ça qu'on dit que le renouvelable, c'est le troisième pilier. Sobriété, après une consommation. L'efficacité, là où on doit consommer, on consomme. Et la manière dont on doit consommer, on ne peut pas consommer du fossile. Donc ça ne veut pas dire que le monde de demain, avec des molécules encore renouvelables, doit juste être le monde d'aujourd'hui, qu'on renouvelle, qu'on remplace. C'est certainement pas ce que je pense, c'est ce qui est porte un projet qui, si on veut le dupliquer, il faut prendre le poste que M. Jean-Paul ici a fait, juste pris tous les chiffres là, et ben voilà. Ça nous coûte d'habitude un peu de tonnes, qui est équivalent sur production en France. Ça multiplie 300 000 tonnes pour faire 15 000 tonnes de kérosène. Par 1000, ça ne marche pas. Et en fait, l'avantage dans le projet de Michel, on se rend compte que le monde actuel ne marche pas. On ne pourra pas s'affranchir si on tous sont. Ouais, c'est vrai que vous avez parlé de sobriété et
ça me parle beaucoup et c'est en effet quelque chose sur lequel il faut tendre. Pour moi, ce projet-là, en fait, il va être en plus des autres. Il ne va pas remplacer ce qu'on utilise aujourd'hui pour les avions et les transports maritimes. Il y a plein d'exemples comme ça où on a créé des choses pour aller dans le mieux, mais au final, ça s'est rajouté et du coup, on a beaucoup plus consommé. Aujourd'hui, vraiment, les scientifiques, ils appellent à arrêter de nouveaux projets et à réduire notre consommation et notre transport. Et ça, pour moi, c'est possible. Évidemment, l'éliminer, c'est pas possible, mais en fait, au bout d'un moment, on sera contraint par autre chose. Et ce sera plus à nous d'en décider, et ce sera décidé pour nous. Je Ouais. suis d'accord, deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, il y a des mandats européens décidés au remplacement des énergies fossiles par des énergies renouvelables. Ça a deux impacts. Le premier, c'est que ces énergies renouvelables sont beaucoup plus chères que les énergies fossiles. Mécaniquement, le prix du transport va augmenter. On peut espérer que ça amène une croissance. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça c'était par rapport au fait que ça venait plus, ça venait à la place, c'est que on pense en tout cas que la démarche renouvelable doit se faire en même temps que la démarche renouvelable. Parce que si on devait attendre, si aujourd'hui il ne faisait pas les projets renouvelables, on commence à baisser, on ne propose rien d'alternatif. On ne propose pas un projet désirable. Donc, il faut de la sobriété, il faut accompagner cette sobriété de dire on ne voyagera plus comme avant, on voyagera différemment, mais on va toujours voyager. On n'achètera plus les vêtements comme avant, comme les en Chine par Camus, mais il faudra toujours fixer un peu de thé, un peu de café, un peu de chocolat, pas pour bien de France. Pour pouvoir faire venir. Mais si on ne le fait pas, ce projet, enfin, en tout cas, ce projet doit être fait vraiment en même temps que le mur sur les. C'est une transition qui doit être faite sur tous les piliers en même temps. Et on n'a pas la volonté, et c'est une obligation en tout cas, de dire qu'on va s'affranchir. On va s'affranchir de la réduction. C'est pas du tout ni la position d'entreprise, ni l'attitude des salariés, de façon individuelle. D'accord. Mais ouais. Mais je pense qu'on ne sera pas d'accord sur ce point. Une question. Oui. Vous avez dit que vous avez quitté. Oui. Vous voulez me dire ce que vous voulez dire si c'est pas discret. J'étais gestionnaire de paye. Je faisais les bulletins de salaire. Et un jour, je me suis dit, il fait beau dehors, il y a trop de choses à faire, je ne veux pas être juste bénévole. Donc, enfin, bref, je ne vais pas raconter ma vie. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis animatrice de nature, donc je sensibilise les publics, surtout les enfants, aux enjeux du développement durable, mais surtout à l'environnement, à la nature. Pour moi, le projet, il a de bonnes intentions. Vous dites faire face aux défis climatiques, mais pour moi, il est pas au bon moment. Il aurait dû être aux 30 Glorieuses ou à l'ère industrielle. Pour moi, aujourd'hui, c'est trop tard. Et il y a plus. C'est pas vrai. Pour moi, il est trop tard face à l'urgence climatique. Et bon, ben, aujourd'hui, on n'est pas nombreux du côté des écolos. Mais je vous assure qu'il y a du monde qui regarde et qui sait qu'il y a ce projet. Ce n'est pas du tout une liste. Mais la représentation d'aujourd'hui n'est pas la réelle représentation des personnes qui suivent le projet. Oui. C'est bon, ça même. Les gens qui sont dans Paris, quelqu'un, c'est la logistique, en transport. Les transports sont ceux que vivent dans les transports. Alors, l'idée à la Paris, c'est qu'ils sont dans les transports et les quelques
Et les gens ne sont pas dans la population ne bougent pas. Mais, ça veut même dire, messieurs, que la population ne bouge pas. Mais par votre niveau, qu'est-ce que vous faites de la population? Comment vous expliquez? Vous avez des jeunes. La réaction, est-ce que les jeunes réagissent? Est-ce que ça bouge? En fait, elle ne bouge pas ce soir parce que honnêtement, moi aussi, j'ai hésité à venir. Je suis fatiguée. Merci. C'est le soir, c'est la semaine. Normalement, j'ai mon activité. Mais bref, c'est compliqué de venir jusqu'ici. On n'a pas tous des moyens de transport pour venir jusqu'ici. Mais il y a un réseau et le réseau, on en parle. On n'est pas là, mais on est là autour. Bref. Moi, je voulais finir juste voilà, en vous disant que si pensez à moi demain dans votre bureau enfermé et que aussi, vraiment, je vous invite à aller dehors, en fait, à redécouvrir cette nature. Et il y a je peux vous passer des contacts de guides nature. Vraiment, je vous invite à redécouvrir l'extérieur, le dehors. Je vous emmène à la montagne, il n'y a pas de souci. Après, moi, j'ai reçu de madame. Merci de m'avoir écouté et je suis contente d'être encore entière. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on passe à la suite de la présentation? C'était libre de poser toutes vos questions. Non. Donc, du coup, je vais demander à Vincent et le PVDA de rejoindre les synergies entre les sites. Bonsoir. Donc, vous avez compris, hein, Étienne a présenté, et on l'a rapidement vu sur la vidéo, les synergies sont au cœur de notre projet. Donc, un petit rappel rapide. Donc, ILAC est situé sur la parcelle de Mourinx et va produire par électrolyse de l'eau de l'hydrogène et de l'oxygène. EMLAC va produire de l'e-méthanol et Biotijet EMLAC sur la plateforme. Voilà. EMLAC qui est sur la plateforme Induslac OBJ va produire de l'e-méthanol et Biotijet du biokérosène. Ces sites sont raccordés, comme l'expliquait RTE, par ces câbles souterrains. C'est pas la même slide des écouteurs. Ah voilà. Donc voilà. Donc les synergies, on le voyait dans la vidéo. EMLAC donc synthétise va produire de l'e-méthanol sur la base de la molécule hydrogène produite par ILAC et on va capter sur la plateforme d'Induslac une partie du CO2 produit par les industriels de l'azote et pour synthétiser et produire cette molécule e-méthanol. Ça, voilà, on voit cette amenée donc les sortants d'unités sont les intrants des autres. De la même façon, Biotijet va produire du e-biokérosène grâce à la biomasse qu'évoquait Étienne, et l'hydrogène et l'oxygène produites par molécules qui sont produites par ILAC. De la même façon, donc le CO2, Biotijet produira du CO2 qui sera capté et amené jusqu'à EMLAC pour produire ce e-méthanol. Voilà. Alors, du coup, je laisse la main à Terega. Terega va vous présenter une solution envisagée, à savoir le transport de ces molécules en canalisation enterrée. Une solution envisagée sur ce projet. Merci, bonsoir, William Reims, directeur adjoint de business unité de Boulogne de Terega Solutions. Je suis accompagné de Patrick Mathieu pour vous présenter en effet ce que disait tout de suite Vincent, c'est-à-dire, bon, déjà rapidement Terega Solutions, c'est ça que Terega est un opérateur historique dans la zone de Lac. Depuis 75 ans, on est né ici à Lac, donc
Et donc, on est filiale Terregas Lyon de l'entreprise Terrega. Donc, Terrega, c'est le transporteur et stockeur de gaz naturel du Sud-Ouest. Et Terrega Solutions est la filiale de Terrega pour travailler sur les solutions énergétiques digitales, permettre de travailler sur la décarbonation et l'efficacité énergétique. On parlait de sobriété. Il y a aussi évidemment ce sujet-là dans la décarbonation. Alors, ce que nous regardons côté Terrega Solutions, c'est la solution de transport par canalisation. Donc, on étudie actuellement finalement cette solution-là, qui est une des solutions possibles et envisageables. Donc, le transport, comme le disait Vincent, pour transporter les molécules d'hydrogène et de CO2 entre les sites de Mourinx-Pardisla vers Indus-Lac. Et finalement, cette étude reprend finalement, et je vais le faire un peu par rapport à ce que disait RTE, vous le redites, parce qu'on a des méthodes assez similaires également. Alors, pourquoi transporter par canalisation? On a déjà un impact paysager moindre. On le disait, les canalisations sont enterrées. Ensuite, nous, on pense qu'en effet, c'est une solution intéressante puisqu'elle diminue le transport routier. Ça évite de transporter par camion. Et on regarde le scénario 2 et des quantités à transporter. Par exemple, pour l'hydrogène de 5 tonneurs, ça représenterait 20 camions par heure. Il n'est pas très acceptable, en tout cas, et puis il peut poser certaines perturbations. Et puis l'autre point aussi intéressant, et qui est un sujet d'actualité, alors plutôt côté méthane avec la COP28, mais nous, on regarde évidemment ça et aussi sur l'hydrogène, puisque, outre l'aspect commercial, c'est aussi des émissions. Et le fait de transporter par canalisation nous évite, plutôt que le transport par camion, évite des émissions fugitives, parce que quand vous transportez par camion, vous êtes obligé de connecter, déconnecter votre camion, une citerne par rapport au système, et ces connexions-déconnexions impliquent des émissions fugitives, ne serait-ce qu'à la connexion des connexions, et aussi quand vous purgez les systèmes, puisque l'hydrogène nécessite d'être manipulé et d'être inerté à l'azote sur ces opérations. Voilà le pourquoi. Et sur la méthodologie suivie, donc, vous retrouvez finalement ce qui est logique avec RTE, cette méthodologie qu'on appelle dite entonnoir, avec une définition de l'aire d'étude. Aujourd'hui, on a défini l'aire d'étude, puisque comme on le voyait, on travaille entre la zone de Pardissi-Mourinx et la zone d'Indus-Lac. Et ensuite, on suit finalement, au fur et à mesure des études, une précision un peu plus grande du tracé, donc avec une définition des plusieurs fuseaux d'études, ensuite un couloir d'études, et ensuite une partie tracée, où finalement, au fur et à mesure, on précise de plus en plus à la fois le niveau d'études et puis la zone qu'on va traverser. Alors, cette méthode entonnoir, finalement, elle suit aussi des critères d'identification, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des études, on identifie des points et finalement, on a des critères de sélection, je dirais, ou en tout cas de définition des tracés. En premier lieu, évidemment, on a la sécurité. Ensuite, tout ce qui est études d'urbanisme par rapport à l'urbanisme qu'on peut rencontrer dans cette zone d'études. Évidemment, se mettre en adéquation avec le développement des territoires et donc tous les projets d'urbanisme des territoires qui peuvent avoir lieu. Évidemment, on se coordonnera aussi avec RTE sur ce projet-là qui va développer aussi la partie raccordement électrique. Il y a tout ce qui est études environnementales, faune, flore et études d'impact, donc ce qu'on appelle l'étude 4 saisons, qui permet d'étudier et recenser toute la faune et la flore, qui après instruira l'étude d'impact. Tout ce qui est pris en compte des enjeux agricoles, donc la question avait été posée, ça c'est des enjeux que nous on prend en compte au moment des travaux pour remettre en état et qui permettent aussi finalement potentiellement d'indemniser les agriculteurs s'il y a une perte d'exploitation du fait du temps des travaux, mais on évite, et je vais en parler un peu aussi dans cette méthode d'éviter et réduire, compenser, c'est qu'on évite au maximum finalement ces impacts-là. Et on s'intègre ici évidemment à tout ce qui est patrimoine et richesse archéologique des sites, avec des études archéologiques qui sont menées sur les différentes zones et tracés pour préserver ce patrimoine. Donc la méthode suivie entonnoir, elle est aussi basée sur cette séquence éviter, réduire, compenser, c'est-à-dire qu'on évite les atteintes à l'environnement, qu'on ne peut pas les éviter. Je dirais que voilà, quand on passe d'un point A à un point B, il y a quand même à un moment donné comme on parlait du gaffe de peau. Gaffe de peau, on ne peut pas trop l'éviter, donc on va être obligé de le traverser. Donc ça fait partie des études qu'on va regarder. Pour l'instant, on n'a pas encore défini où on passait, donc on ne sait pas quel mode de traversée on va choisir. Mais ça fait partie des études qui vont être menées si cette solution-là elle est retenue. Donc réduire, c'est-à-dire réduire nos impacts quand on ne peut pas les éviter. Et en dernier point, vraiment qu'on ne peut pas ni éviter ni
davantage réduire, ben, on va compenser cette partie. Donc, tous ces éléments-là font partie, je dirais, de notre méthodologie qui va permettre d'instruire et déposer une demande d'autorisation de construire et d'exploiter, hein, toute la phase de permitting. Donc, identiquement à ce que vous présentez RTE, c'est le préfet du département, hein, au ministère de tutelle, ce projet fait plusieurs dizaines de kilomètres, mais ici, on est plutôt inférieur à la dizaine de kilomètres, donc ce sera certainement le préfet, qui va pouvoir instruire ce dossier, qui comportera une évaluation environnementale, une étude de danger, l'enquête publique, ainsi que la consultation administrative. Voici l'aire d'étude. Donc, bon, par rapport à ce qu'on nous a présenté en termes de projet, on ne les a pas représentés ici, mais le projet ILAC et BioTijet ici, et puis le projet MLAC de l'autre côté. Donc, aujourd'hui, on travaille, nous, dans cette aire d'étude pour recenser les différents points environnementaux, archéologiques, urbanistes. On commençait en effet, mais comme le montrait tout à l'heure RTO, à commencer à dessiner des fuseaux, plusieurs fuseaux pour de moindre impact qui permettront après de spécifier un fuseau, et la méthode d'entonnoir après nous permettra d'aller jusqu'à un tracé plus précis à terme. Parce qu'on n'est pas encore à ce stade d'étude. Et donc le calendrier prévisionnel, on est aujourd'hui lancé dans l'étude nous conceptuelle et donc dans la concertation préalable, pardon, donc la fin de la concertation préalable le 17 janvier. Donc je dirais que suite à cette concertation préalable, au milieu d'année 2024, on devra avoir certainement un fuseau de moindre impact, je dirais, défini, qu'on pourra présenter, et on prendra contact aussi avec les propriétaires fonciers à ce sujet-là, qu'on aura bien un peu plus précisé le fuseau. On aura certainement en fin d'année 2024 validé la solution, le tracé, et commencer à déposer le dossier en fin d'année, début de l'année 2025, l'instruction de dossier et le démarrage de l'enquête publique, en vue de lancer une décision finale d'investissement en 2025 pour commencer à construire en 2026 et être prêt, comme c'était présenté tout à l'heure dans le planning, à horizon 2027 et 2028 pour BioTijet. Concrètement, sur le transport par canalisation, on retrouve les mêmes, je dirais, particularités et spécificités que pour le gaz naturel. On a la même législation, qui est l'arrêté multifluide. Et donc, concrètement, on retrouve une bande de servitude de 6 mètres axée sur la canalisation, que ce soit l'hydrogène ou le CO2. Et on a des balises qui indiquent le positionnement de la canalisation du tracé. On trouve aussi également, comme pour RTE et la ligne haute tension, un grillage avertisseur avec une canalisation qui est à une profondeur minimum de 1,20 m, peut être plus profond suivant ce qu'on traverse ou les zones qu'on peut passer. En fait, si on passe sous le gave de Pau, on sera plus profond que les 1,20 m. Aujourd'hui, la canalisation, par rapport au débit, par exemple d'hydrogène, on est sur un diamètre 200, mais pour le CO2, c'est un diamètre assez similaire, plutôt un petit diamètre chez Terega, on a plutôt des diamètres 600 ou 800. Et après, donc, on a une protection cathodique qui permet de lutter contre la corrosion. En fait, le fait d'injecter un courant dans la canalisation acier permet finalement de créer finalement un système une position de cathode, et qui permet finalement d'éviter la corrosion, puisque ce courant évite que finalement l'action corrosive qui peut arriver, même si normalement on a bien sûr un revêtement polyéthylène autour de la canalisation qui rend ce sujet pas possible. Et donc au niveau intégration paysagère, parce que nous aussi on aime la nature, on a même des guides de nature, on a même des guides de montagne au sein de Terega, parce qu'on est amené à surveiller ces canalisations, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 5000 km de canalisation, et on doit surveiller ces canalisations. Donc on marche sur ces canalisations tous les ans. Alors on marche, c'est une vue de l'esprit, parce qu'elles sont enterrées, mais on les suit, et donc on a un suivi. Donc là, vous voyez là un exemple d'intégration paysagère avec culture agricole. On voit la balise ici, et l'autre balise doit être un peu plus loin là-haut. Donc les balises sont positionnées pour qu'on voit la balise d'avant ou la balise d'après du point où on est. On voit à une balise, on voit celle qui est avant et celle. Voilà. Vous pouvez vous dire sur la partie canalisation et ce qui est en cours d'étude. Si le canal a traversé par les souterraines,
Du coup, il y a des solutions cumulées pour éviter les impacts en surface. Là, aujourd'hui, ça dépend d'où on va traverser. Il y a plusieurs, mais si c'est enterré, ça pourrait être aussi aérien. Hein. Mais si c'est enterré, ça serait certainement par forage des budgets. Je fais déjà plusieurs fois. Regarde. Oui. Ouais. Mais c'est pas ce tuyau-là. C'est un tuyau gaz. Mais ça sera, oui, certainement par forage. Il y a d'autres méthodes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, les passages en chou, d'autres, mentalement, peuvent poser ce problème, peuvent faire peut-être plus d'avantages de ce système que le forage. Le forage est plus cher, mais ça permet de s'affranchir ces impacts-là. Oui. Et la technique de forage sera plus d'une étude de détail spécifique, des études géotechniques propres vraiment pour ce franchissement singulier. Vous allez passer. Oui, tout à fait. Ouais. Il connaît un peu la zone. Bonsoir. Pensez à moi demain, et moi je penserai à vous, parce que ça vous entend de bien se toucher, puis l'autorité, planter les arbres. Voilà la question de passer à la dernière partie sur la synergie industrielle. Étienne et Vincent. Le relief de ce que je vous ai présenté tout à l'heure en termes de synergie était vraiment au cœur de notre projet. On retrouve ici la réutilisation du dioxyde de carbone donc, sur les plateformes industrielles de lac utilisées pour la production du méthanol. Fait aussi que Sobeji nous fournira en électricité, en eau, en vapeur sur cette plateforme-là. Le côté économie circulaire donc, apparaît bien ici. La vapeur également qui sera à valoriser, la vapeur émise par le TIGET à valoriser totalement. Rajouter quelque chose? Non, mais du coup, le projet s'intègre, prend du sens en intégration dans les économies locales. Ces projets de carburant de synthèse ont un sens sociétal à partir du moment où ils permettent de valoriser l'action des autres. Et l'économie circulaire, c'est partie. C'est un peu l'idée, c'est aussi l'intérêt du projet. On peut décarboner l'aviation parce qu'il y a des émissions CO2, mais moi, ces émissions CO2 ou d'autres usages sont liés à d'autres usages qui permettent derrière d'avoir un bilan amélioré. Et c'est là que le projet prend son sens dans le cadre de ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, il reste encore un sujet, la question de la vapeur de petit jet. Pas d'élu. Je vais à la zone de chaleur. De Paris, ça me rend jusqu'à là. L'économie de chauffage, c'est le temps où le gaz est cher. De quoi? Dernier temps de questions-réponses, il y en a avant de conclure. Ça va l'air. Merci pour cette participation. Il nous reste quelques événements. La semaine prochaine, ce sera sur les contributions du projet territoire. Madame Alézard, si vous pouvez un peu de mot de la langue. Oui, donc il reste 2 temps collectifs. Effectivement, la semaine prochaine à Mourinx et puis ensuite le forum de clôture à Lac le 11 janvier. Donc, n'hésitez pas à relayer encore les modalités de concertation par voie électronique sur les registres sur les communes. Et puis, mon mot de la fin serait de vous remercier en fait pour la qualité des questions et des réponses, la sincérité et puis le respect de chacun, bien qu'effectivement puisse y avoir des avis très différents.
Voilà. Merci à tous. On a un petit goûter qui va se gâteau apéro. Bye. Merci aux personnes aussi en visioconférence. Yes.